Pourquoi devient-on artiste ? Quelle motivation pousse des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons, ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule ? Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Paume, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les 4 lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix parler des arts de la scène bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combats, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi, déclarait Marie-Claude Pietragala. Que pense notre invitée au fond de cette citation ? Elle qui, ancienne danseuse chez Angelin, mène désormais sa propre carrière, sa compagnie, sa propre chorégraphie aussi. Elle qui travaille le lien entre l'écriture chorégraphique et la musique, les frontières entre le réel et la fiction. Va-t-elle aussi, quand elle danse, au plus profond d'elle-même ? Et puis, n'est-ce pas simplement la force de l'art de s'interroger, d'aller au plus profond de soi dans le son de la scène ? C'est ce que nous essayons en tout cas de comprendre, de ressentir à chaque fois avec une personnalité différente. Émilie Lalande s'est formée à la danse à Paris, puis à l'École supérieure de danse de Cannes. Sa compagnie impromptue et d'une fraîcheur revigorante, surtout par les temps qui courent. Parlons danse, son public plus ou moins jeune. Vous êtes dans le son de la scène et vous êtes au bon endroit. Bonjour Émilie Lalande. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce podcast, Merci cette discussion, voilà, cet échange. Avant toute chose, je m'interrogeais sur votre rapport à la danse, ça fait partie de votre vie, Oui. C'est même votre vie. C'est ça. La danse, c'est quoi pour vous ? Est-ce que c'est s'interroger ou pas du tout ? Si, tout Ouais. le temps. Tout le temps ? Tout le temps, pour essayer de ne pas justement s'arrêter à juste faire un mouvement, mais sans comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Donc, dans mon travail, je suis tout le temps en train de me poser la question, pourquoi je fais ça ? Ah, donc vous avez un travail quand Oui. même très réflexif Oui, par rapport à la Et danse. j'ai même, ce que je pouvais laisser aux danseurs du ballet Prêche-Locage junior, on a fait une création qui s'appelait Hors cadre, et le pourquoi de cette pièce, c'était vraiment de leur laisser comme bagage, de se poser toujours la question le matin quand on se lève, quand on fait ce métier, de pourquoi on danse. C'était pour moi très important. C'est ce que vous demandiez aux danseurs ? Oui, ils ont même fait un CV danser pour vraiment aller puiser au plus profond d'eux, en fait, pour savoir vraiment ce qui les anime. Et quelles étaient les réponses en général ? Alors, Pour eux, par exemple ? ça a été assez difficile, je crois, parce qu'ils l'ont mis d'abord par écrit, et après de le mettre en mouvement, c'était pas évident. Peut-être que ça a d'ailleurs révélé des chorégraphes un peu cachés qui ne pensaient pas pouvoir exprimer tel mouvement à tel endroit, à tel moment et devant nous, parce que c'est pas forcément évident aussi de se livrer comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas tout de suite. C'était assez intéressant. Il y avait du texte parfois qui sortait avec le mouvement. Il y en avait qui étaient un peu plus réservés, d'autres avec des histoires très profondes. On avait des très intimes aussi, qui ont vraiment eu un parcours difficile pour en arriver là où ils en sont. Et ça se sentait en fait dans leur mouvement de danse et de corps. Ils étaient presque en transe parfois pour exprimer que ils sont partis de rien pour arriver là où ils en sont. Donc voilà, c'était très intéressant. Ça touchait souvent à l'intime alors, de danser. Oui. C'est ce que moi je m'efforce de faire pour que ça soit le plus vrai possible après quand on est sur scène, et pour pouvoir émouvoir, je pense qu'il faut être vraiment vrai. Enfin, faut pas tricher avec ses émotions, il faut vraiment aller au plus profond de ce qu'on a envie de dire pour que ça puisse passer en fait. Et pourquoi vous dansez, vous alors, Émilie ? Alors moi je danse plus. C'est vrai que là je vais redanser, mais c'est plus comme avant, quand j'étais au ballet Prêche-Locage pendant 10 ans où on a fait ça. J'ai fait ça pendant très longtemps, toute la journée. Là c'est vrai que de prendre le rôle de chorégraphe c'est différent. Mais ce qui m'a... La question c'était de pourquoi danser, Pourquoi vous dansiez alors J'ai l'impression que je fais partie d'un autre monde en fait quand je danse. C'est un peu... comment dire ?
j'aurais voulu peut-être être une actrice pour pouvoir avoir plein de rôles et avoir plusieurs vies. C'est ce que disent généralement les comédiens. Et ben moi, j'ai pas eu autant de rôles, mais j'ai pu m'évader dans les rôles quand je m'a donné. Et c'est génial de se sentir sur un instant d'un spectacle ailleurs. Quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un parce que vous avez dansé dans Blanche-Neige, Roméo et Juliette, Royaume-Uni, les 4 saisons. Donc on joue quand on danse quand même. Ah oui. Il y a même Retour à Beratam. Bon, celle-ci, elle a peut-être moins parlé aux gens, mais j'avais le rôle principal qui était pas énorme, hein, mais pour moi qui était très important parce que c'était avec des comédiens. Et d'avoir des comédiens autour de soi qui interpellent comme ça avec des textes assez forts, ça transcende encore plus la danse, j'ai l'impression. Ça nous nourrit encore plus pour être à fond dans ce spectacle-là. Enfin, moi, ce spectacle-là, je l'ai beaucoup Et pour aimé. finir par toucher effectivement le public, maintenant que vous êtes de l'autre côté, j'allais dire, comment vous définiriez un danseur ou une danseuse ? Comment je définirais un danseur ou une danseuse ? C'est une très bonne question. C'est un métier, bon, ça d'accord. Oui. Une passion, souvent. Mais je pense que c'est un artiste avant tout. Alors, le danseur, il peut être effectivement classique ou contemporain ou hip-hop, mais il a forcément sa propre manière de bouger, de s'exprimer. Et pour moi, le plus intéressant en tant que danseur, c'est d'essayer de trouver son propre langage, sa propre gestuelle, sa manière de vouloir s'exprimer au monde, en fait. Mais c'est intéressant parce que là, on fait tout de suite avec vous, Émilie, le lien entre danse et théâtre. On va parler du lien entre danse et musique aussi, mais du coup, qu'est-ce que le mouvement peut apporter de plus ou de différent que les autres arts ? Parce que c'est quand même ça, la danse, c'est effectivement un langage particulier. Oui. Bah, je pense qu'on s'exprime mieux avec le corps qu'avec la parole. Enfin, pour moi, en tout cas, là, cet exercice, par exemple, est très difficile pour moi. Ça va, vous en sortez bien ? Oui, jusque-là, tout va bien. Mais je pense que c'est la plus belle des manières de pouvoir partager quelque chose avec l'autre. D'ailleurs, on fait des rencontres comme ça, hein, dans la vie, dansant n'importe quoi. J'ai l'impression d'être un peu vieille d'un coup. Non, mais dans la vie, voilà, de tous les jours, dans un petit concert. Après, on va rencontrer l'autre parce qu'on commence à bouger, parce on lui communique que voilà, on est attiré par cette personne. Et forcément, il y a du mouvement qui se crée dans sa démarche pour aller vers l'autre. Donc, est-ce que le geste, du coup, parle davantage que les mots ? Ah oui, moi je suis... Vous regardez plus le langage corporel de quelqu'un quand vous le rencontrez ? Oui, dans sa démarche, dans la manière dont il a de se présenter, de se recroqueviller, si jamais il est un peu timide, on le sent tout de suite en fait dans les corps. Donc, plus que dans les mots. Ouais. Alors après, non, certains arrivent très très bien à enjoliver les mots, à faire que les mots soient très très charmeurs. Oui, mais la question de l'honnêteté revient là, parce que effectivement le mouvement va être peut-être plus direct. Plus direct et plus vrai peut-être. Avec les mots, on arrive peut-être à se faire une fausse image de soi. On peut facilement tromper, faire croire, faire semblant. Ouais. Alors que le corps, lui, il est plus vrai. J'ai l'impression que c'est plus. Ça vous est déjà sincère. arrivé de ne plus avoir d'harmonie comme ça entre vous et votre corps, ou ça peut arriver ça aussi, que le mouvement nous lâche peut-être. Oui, surtout après 2 grossesses un peu rapprochées. C'est vrai, c'est une vraie question. Oui, c'est vrai que le corps peut parfois ne pas répondre à mes idées que j'ai dans la tête, évidemment, pour des projets, mais ça c'est vrai que je suis entourée, j'ai mon chéri qui est assistant, qui m'aide beaucoup à faire en sorte quand je lui dis tiens, j'imagine le corps aller de cette manière sur tel danseur, mais j'y arrive pas, est-ce que tu pourrais m'aider, etc. Lui m'accompagne beaucoup là-dessus et il m'aide évidemment à trouver mes repères. C'est cette question aussi de la solitude, parce que c'est vrai qu'un chorégraphe, un danseur ou une danseuse, c'est effectivement seul quand même beaucoup, et souvent vous travaillez quand même beaucoup en équipe, j'ai l'impression. Oui. Surtout avec votre compagnie Impromptu, c'est important. Ça se voit sur vos spectacles aussi d'ailleurs. Oui. Je pense qu'un spectacle ne peut marcher que si l'équipe est contente d'être là en fait. Si tout le monde est passionné par ce qu'ils font, je pense que le spectacle ne peut que marcher et la magie opérer.
Donc je m'efforce à ce que ça soit agréable pour tout le monde. Quand je travaille, j'ai pas envie de contraindre les gens trop à- absolument à vouloir comment dire, Reproduire ce que vous avez dans la tête, c'est ça oui, ou... oui, ouais. oui. Je suis très ouverte à ce que eux aussi vont me proposer, à si là ils comprennent pas du tout ce que je veux ou là où je veux aller, ils ont la possibilité de me le dire. Voilà, pour que ça reste très agréable pour tout le monde et puis que ça se ressente sur scène. En fait. C'est ça que le plaisir du travail se ressent aussi sur scène. Sur votre site, justement, sur le site de la compagnie, c'est assez marrant parce que toute l'équipe, si on clique sur chacun des noms, il y a une photo d'enfance. Oui. C'est très mignon. Effectivement, c'est qui Émilie Lalande Petite, ouais. C'est une petite fille un peu... j'allais dire hystérique, non, pas hystérique. Enfin, j'ai eu une période hystérique. Ça veut dire quoi? Folle, en fait, qui pourrait partir dans tous les sens, que ce soit avec la parole, le mouvement. Et donc, ma mère m'a mis à la danse peut-être pour me canaliser un petit peu. Et tout de suite, ça n'a pas fait que je me calme. C'est vrai que j'ai compris qu'on pouvait faire plein de choses avec le corps, créer plein de choses, créer des situations avec n'importe quoi autour de nous. Donc je pense que ma part de chorégraphe, elle vient depuis que je suis toute petite. Ça, c'est sûr que dans mon salon, j'ai tout retourné pour en faire un théâtre. Mais voilà, Émilie Petite, c'est la découverte d'un lac des cygnes à l'Opéra Bastille. Et j'étais tellement hystérique sur mon siège au poulailler qu'il y a un ouvreur qui est venu et qui m'a dit « Est-ce que tu veux venir voir derrière, en fait, ce qui se passe vraiment derrière ?» Si. Incroyable. Et c'est grâce à quel lui, âge, là? J'avais peut-être 7 ans. Ok. Et je pense que là, j'ai pas... En fait, c'est Darcey Bussel, la danseuse étoile qui dansait le cygne. Mais je crois que quand elle m'a regardée, qu'elle m'a dit bonjour, etc., évidemment en anglais, je n'ai même pas tilté d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, je pense, parce que j'étais en train de regarder ce qui se passait derrière et j'ai vu tous les techniciens qui s'agitaient à ranger, mais avec ce drapé qu'il y a pour représenter l'eau. Je me suis dit, moi j'y ai cru à l'eau de mon balcon, mais quand j'ai vu qu'en fait c'était des techniciens qui faisaient tout ça et qu'avec un bout de drap on m'a fait croire à de l'eau, je me suis dit mais c'est génialissime tout ce qu'on peut faire croire. Ouais. Et voilà, je me suis dit, à partir de là, je crois que ça a été l'élément déclencheur pour me dire, ok, j'ai envie de faire croire plein de choses aux gens. Ça vient de loin, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez mis en scène, créé beaucoup de spectacles jeunes publics. Pierre et le Loup, Récréation, L'Histoire d'un roi, Quatuor à cordes pour Mozart, on y reviendra. Wood aussi, Le Carnaval des animaux. Pourquoi le jeune public? Est-ce que c'est vraiment un lien comme ça avec ce souvenir au fond très intime de j'ai 7 ans et j'y crois? Eh bien, pas du tout. C'est vrai? Non, c'est vrai que c'est une... Alors, je crois beaucoup à la chance et pas... Enfin, le hasard, pas trop. Parce que... C'est quoi la différence entre la chance et le hasard? Ouais. C'est vrai, c'est une bonne question. J'estime que la chance, pour moi, on la provoque un peu, ouais, c'est ça? Ouais. Mais le hasard, il existe... Enfin, j'ai l'impression que tout est tracé. Là, j'étais dans le cadre des affluents. On a la chance avec Angelin de faire une carte blanche. Sauf que là, ma proposition n'a pas été prise en compte. Donc, il n'y avait plus de place, en gros, pour moi. Mais on m'a proposé de prendre, donc pas le plateau, mais le studio tout là-haut. Parce qu'il y avait Gilbert... j'ai oublié son nom, mais... Un chorégraphe qui ne pouvait pas venir, mais qui, lui, était... destinée à faire un spectacle pour le jeune public. Et du coup, Carole Rodolphi m'a proposé, si je me sentais, de faire un spectacle pour le jeune public. Ah oui, donc là, il y a un peu quand même, il y a de la chance. C'est ça. Oui, c'est comme ça que vous arrivez au jeune public. Oui. C'est fou. Oui, c'est fou. Et je me suis dit, alors, je ne sais pas si je sais parler au jeune public, mais j'avais envie de me rapprocher. À l'époque, je ne savais pas. Mais j'avais envie de me rapprocher de ma sœur qui venait d'avoir un enfant. Donc, pour mon neveu, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire qui puisse lui parler, qui puisse lui faire découvrir la musique? Et je me suis dit qu'on allait faire un Pierre et le Loup parce que les danseurs amis que j'ai à ce moment-là, j'avais l'impression que je les avais devant moi. J'avais le loup, j'avais Pierre, j'avais l'oiseau. Et c'était pour moi évident. Donc, la chance, oui, j'en ai eu beaucoup parce que j'ai su l'avoir aussi. Je pense. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Elle vous est apparue, en fait. Ouais, et c'est comme ça que vous arrivez au jeune public. Oui, c'est fou. Vous avez parlé de la musique, effectivement. L'un de vos axes de travail, Émilie Lalande, c'est le lien entre la chorégraphie, l'écriture chorégraphique, la danse et la musique. Voir la musique et écouter la danse. Vous prenez souvent cette citation-là. Pourquoi ce lien est si important pour vous et
Et je l'entends, hein, parce que quand oui. une musique nous touche sur un mouvement, effectivement, ça nous amène peut-être plus au propos, je sais pas, Mhm. ou créer le décalage, par ailleurs, entre la musique et la danse. Oui. Et pourquoi ce lien-là? Pourquoi c'est un axe de travail important? Pour moi, la musicalité, c'est très très important parce que sans ça, sur un mouvement bien précis, ça peut pas émouvoir le spectateur de la même manière. Il paraît qu'Ennio Morricone, Ouais. j'ai su ça récemment, pour Il était une fois dans l'Ouest, il était très pointilleux pour que à tel moment, sur telle musique, ça puisse comment dire, toucher à un endroit précis au moment où la caméra se lève au plus haut, où on a la vue sur le Far West à la fin, là, dans Il était une fois dans l'Ouest, puisse être comme il le voulait lui, parce qu'il avait peut-être la sensation que sur cette note-là, ça pouvait émouvoir encore plus. Et moi, j'ai l'impression que quand je travaille, la musique, elle est très importante parce que si j'ai imaginé ce mouvement sur telle partie, à un moment précis de la musique, qui m'a touchée pendant que le danseur me l'a proposé ou que je lui ai imposé, si la magie a opéré là, bah, du coup, je vais vouloir la rechercher. Pour que la magie, évidemment, opère tout le temps. Alors, elle ne peut pas tout le temps être là, mais on essaie de la chercher pour atteindre cette harmonie-là, oui. Et qu'elle touche le public exact, aussi. Exact. D'accord. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important. Peut-être que ça vient de ma carrière un peu trop classique où j'ai été très... enfin, pas que classique, parce que chez Angelin aussi, il y a beaucoup de contes, il y a beaucoup d'exigences sur la musique, mais Balanchine avait cette musicalité-là dans les mouvements. Et ça, c'est vrai que j'ai tellement été transportée par son univers que je pense forcément je la mets aussi dans mon langage à moi. Et la musique dans votre vie, hors du plateau, elle est importante? Ah oui, il n'y a pas une journée sans musique. Oui, ça c'est sûr que je l'impose même à mes enfants de danser tous les jours. Tous les jours, ouais. Bah, ça donne envie de voir les choses positivement, d'écouter de la musique. On oublie parfois, quand on est trop dans le travail, je me dis mais là je vois tout noir, et dès qu'on met la musique, je me dis ah mais oui, ça fait longtemps que j'avais pas écouté de musique, bah forcément le corps va mieux en fait, on est plus zen, on s'apaise, on pense à autre chose et voilà, on oublie nos soucis du quotidien. Et justement dans le son de la scène, on demande à nos invités de choisir une chanson, une carte blanche, une musique. Qu'est-ce que vous avez choisi, Émilie Lalande? J'ai choisi Malik Djoudi, Tempérament. Pourquoi? Alors, pourquoi? Pourquoi pas? Vous pouvez me dire pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai découvert dans Micro de Pierre Régal, au Pavillon Noir. Il était là, il donnait cette pièce-là. Et donc après, j'ai su qu'il faisait aussi une carrière solo. Et j'ai découvert sa musique comme ça. Et c'est vrai que c'est une des musiques qui me donne la pêche, l'énergie. Ça me donne même envie de créer. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle part d'un tout petit son et puis elle monte en intensité, en crescendo, comme ça, où on a envie de bouger de plus en plus vite et de plus en plus fort, je sais pas. C'est une musique dansée, quoi. Ouais, c'est ça. Ça donne la patate. Eh ben voilà, super, le choix musical donc d'Émilie Lalande dans le son de la scène. Malik Djoudi, Tempérament, et puis on revient ensuite. Je lésine en bleu jean. J'aime la vie. J'aime les gens, tant que mon tempérament se désiste des eaux troubles, entêtantes, tant que mon tempérament j'hésite, je cherche mes pires. Certains jours, je perds mon temps quand mon tempérament seul résiste aux eaux troubles. Entêtante,
tant que mon tempérament. Émilie Lalande, invitée du son de la scène, qui vient de choisir effectivement Malik Djoudi, Tempérament en musique. Vous, la chorégraphe, Émilie, c'est quoi votre tempérament aujourd'hui? Parce que vous parliez de Émilie Lalande petite, qui était un peu hystérique et qui s'exprimait beaucoup par le corps. Tempérament un peu plus posé aujourd'hui ou Oui, en étant maman, forcément, on est beaucoup plus posé. Vous revenez souvent à oui, ça, oui. Bah, à la maternité. À la maternité. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est le lien qui me nourrit chaque jour pour ma compagnie, puisque c'est un peu à travers mes enfants que je trouve toutes ces idées, parce qu'ils sont tellement créatifs que forcément ça me parle et j'ai envie d'aller dans leur univers aussi. Oui, un univers qui est tellement plus ouvert aussi pour les enfants, où l'imagination a sa place, un peu plus que dans le monde des grands. Oui, exactement. Et puis je trouve qu'il faudrait cultiver l'émerveillement, ce qu'on ne fait pas forcément trop à l'école. Tous les jours, les parents, vraiment leur faire prendre le temps d'admirer tout ce qu'ils ont autour d'eux et qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter des choses coûteuses ou quoi, que dans la nature on a tout en fait sous les mains. Votre deuxième axe important du travail, c'est de travailler sur les frontières entre le réel et la fiction, et vous le disiez tout à l'heure, moi, quand vous aviez 7 ans, j'ai cru au drapé qui représentait l'eau dans le lac des Cygnes. Là aussi, c'est finalement ne pas avoir besoin de créer quelque chose de réel, mais d'aller puiser dans ce qui... dans ce qui est de la fiction, finalement, ce lien-là est important aussi, c'est faire croire quand on entre dans un spectacle, quand on est public ou même créateur, c'est de transcender un peu le réel, au fond. Ah oui. De faire en sorte que de donner peut-être, c'est pas une fausse image, mais le monde n'est pas si catastrophique autour de nous. En tout cas, j'ai voulu le montrer dans ma pièce qui s'appelait Wood. J'avais pas envie de donner une note un peu défaitiste, alarmiste, trop... Alors même qu'il y a un message dans ce spectacle écologique, de protection de l'environnement, etc. Mais on n'est pas dans le didactique, en effet. C'est ça. J'avais vraiment envie de poser le regard sur cette danseuse qui... Donc c'est un solo avec un arbre qui fleurit à un moment donné dans la pièce. Mais ça met du temps. C'est vraiment un voyage à travers les âges, à travers cette marionnette qui grandit. Qui est en bois. Qui est en bois. Ouais. Et elle aussi, elle traverse ces étapes-là parce qu'elle est très fragile, cette danseuse. Mais au fur et à mesure, on voit qu'elle mûrit, qu'elle grandit, qu'elle vieillit. Et à travers cet arbre qui est juste là, posé, c'était pour se rendre compte que en fait, c'est la seule chose qui nous entoure et qui est là tout le temps et qu'on n'en prête pas forcément attention tous les jours. Et qui vieillit beaucoup plus longtemps que nous et qui sera là forcément après. Donc c'était vraiment pour poser ce regard-là et de se dire ok, il faut vraiment prendre soin de ce qu'on a autour de nous et pas que le béton. Donc la frontière justement entre le réel et la fiction, c'est peut-être que la poésie, et notamment dans la danse, peut se mettre au service, ou doit, je sais pas, se mettre au service de différents messages en fait. C'est ça pour moi, je pense qu'un artiste finalement c'est celui qui arrive à s'engager pour faire que ce monde soit meilleur, de le rendre poétique tous les jours, à travers n'importe quel art, que ce soit la musique, un tableau, la sculpture, c'est forcément donner de la beauté à ce monde. C'est marrant parce qu'on pose souvent la question, toujours la question d'ailleurs de qu'est-ce qu'un artiste. Vous l'avez répété, c'est ça, Émilie Lalande. Et donc là, je crois que c'est vous êtes une des premières à parler de beau quand même. Ah oui ? Ce qui est étonnant, de rendre meilleur. Oui. Pas forcément enfin, plus en tout beau. cas, l'artiste aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est ça. Il faudrait que tout le monde s'engage pour faire que ce monde soit en paix. Alors, c'est d'actualité peut-être, mais j'ai l'impression que c'est que comme ça qu'on pourra faire que ce monde soit en harmonie et soit paisible et soit serein. Donc l'artiste, c'est celui qui s'engage à rendre plus beau. Oui, enfin, en tout cas, pour moi, c'est celui qui devrait faire ça. Après, il y a des artistes, évidemment, qui se battent d'autres manières, mais pour moi, le chorégraphe, l'artiste qui a du corps, voilà, du mouvement, des idées, c'est de mettre en poésie ce monde-là. On y arrive ? Oui, moi j'essaye en tout cas à ma juste
place de faire en sorte que mes enfants aient un regard plus positif sur le monde. Il y a des moments où vous êtes un petit peu catastrophé, où vous dites je ne vais pas y arriver à sublimer ce réel-là, ou en général c'est ce qui vous permet justement d'avancer? Non, si, je dis que je ne vais pas y arriver, mais c'est plus parce que j'ai 36 000 idées à la minute que j'arrive pas à me dire ok, il faut que ça soit pas trop long parce que les enfants, il ne faut pas non plus que ça dure des heures parce qu'il faut les tenir en haleine, il faut les stimuler. Voilà, les stimuler et les intéresser. C'est pas toujours facile, mais j'ai tellement d'idées que j'ai peur aussi d'être trop dans le trop et que du coup ils déconnectent complètement. Mais voilà, ça aussi, je suis très accompagnée par. C'est vraiment un travail d'équipe que je fais avec mon chéri et qui lui va me ramener à l'essentiel et pour que du coup ça puisse être juste lisible et reçu et parce que aussi. Je pense que ça va trop vite dans mon cerveau, donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui m'apaise. Il y a quand même quelque chose un peu de l'enfance oui, qui revient quand même un peu. On parle du jeune public et on peut parler aussi d'autres publics avec lesquels vous travaillez, notamment avec ce projet La beauté du geste et des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce projet Et alors, comme je le disais, c'est mon chéri Jean-Charles Jousny qui s'occupe de ce projet-là. Parce qu'en même temps, moi, j'étais sur la création du Carnaval des animaux qui est sorti, avec les reports et tout ça, hier. Et donc, évidemment, il m'en parle. C'est un projet qui me touchait vraiment à cœur parce que c'est amener la danse quelque part où les gens, forcément, n'ont pas les moyens du corps pour pouvoir bouger. Là, c'est une contrainte physique évidente. Voilà. Ouais. Et de travailler autour de Mozart, puisque j'ai choisi 4 instruments avec les familles très différentes. Les cordes frottées, les cordes frappées, les vents et la voix, c'était les amener quelque part à quelque chose que, même sur un séjour long, on peut forcément le traduire. Alors évidemment, pas avec des amplitudes du corps qui vont être énormes, mais juste des petits gestes parfois très subtils. Ça, pour eux, c'est génialissime de sentir que un petit mouvement qui va de droite à gauche, mais infime, qui soit juste là en musique, ça leur a apporté, je pense, beaucoup de bien de pouvoir évoluer en plus sur la musique de Mozart. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas mieux, oui. Oui, et ça vous questionne aussi, j'imagine, la question du handicap et de la chorégraphie. Vous aussi, c'est peut-être des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Non, pas vraiment. Après, j'ai pas l'impression qu'on puisse se dire qu'on est enfermé dans un corps, même dans un fauteuil. On a toujours la possibilité de s'exprimer d'une manière autre. Voilà, c'est un peu ce que je fais avec le travail dans les EAC, avec les écoles, où je leur impose pas une danse aux enfants. Je leur dis pas, alors il faut mettre le bras là, etc. Vous avez votre propre gestuelle, vous avez votre propre sens chorégraphique. Et je pense que les handicapés l'ont aussi, en fait. C'est un projet que vous menez avec les théâtres. Qu'est-ce que c'est de travailler ensemble comme ça, là aussi? Est-ce que c'est une manière de sortir de la solitude d'un travail chorégraphique qu'on mène souvent, pas tout à fait seul, mais voilà, d'être accompagné comme ça? Vous voulez dire avec mon chéri, avec les théâtres aussi? Avec les théâtres qui nous accompagnent tout autour. C'est une chance incroyable que j'ai, qu'on me donne. J'espère qu'elle va durer, mais c'est vrai que je ne me rends pas compte tout le temps de tout ce qu'on me donne. Je réalise pas. J'ai beaucoup de chance, mais c'est vrai que des fois je me dis mais non, mais ça va s'arrêter, c'est pas possible. Il y a un truc de confiance quand même chez vous, non? De petits doutes un peu de temps à autre. Oui, mais ça, je pense que ça vient de l'éducation. Bon, je redirai. Je veux pas dire que j'ai pas été mal éduquée ou quoi que ce soit. C'est juste que la confiance, ça se travaille. Ça se travaille et je pense que si on fait que l'enfant au tout début est émerveillé par tout ce qu'il a autour, c'est lui donner confiance en la vie. Mais c'est vrai que ça se cultive en fait, ça se cultive, jusqu'à ce qu'on soit adulte. À un moment donné, on le perd d'ailleurs parce qu'on a ce doute, ces questionnements à l'adolescence. Et je pense qu'on peut vraiment... je ne sais pas si on pourrait donner des cours de confiance en soi à l'école, mais ça aiderait beaucoup, je pense, dans la vie. Toujours pour tenir, par exemple, cet exercice-là, je pense que ça m'aurait aidé énormément. Vous avez été suivi par vos parents, votre famille, quand vous avez décidé de faire de la danse? Ouais. Oui. J'ai eu une maman qui y croyait, un père un peu moins, mais puis
Puis quand il s'est dit, finalement, elle n'a pas les centimètres qu'il faut pour entrer à l'Opéra de Paris. Si vous êtes un petit format. Oui, voilà. Mais bon. Après, j'ai su qu'on pouvait tricher sur le dossier pour pouvoir rentrer à l'Opéra de Paris. Donc c'est ce que vous avez fait Non, j'aurais dû apparemment. On me l'a dit. Ouais. Puisque j'ai le même parcours qu'une danseuse étoile qui s'appelle Laura Ike. Sauf qu'elle, maintenant, elle est danseuse étoile et moi, j'ai été chez Angelin. Donc, ouais, il y a beaucoup de paramètres qui font que chacun va avoir une route différente. Mais oui, j'ai été soutenue par mes parents. Ça n'a pas toujours été facile, parce que la danse, c'est quand même... on croit qu'on peut mettre une petite fille à la danse et puis que ça va aller si elle a les compétences, l'envie qu'elle pourra en faire son métier, mais pas toujours. Et puis, il ne faut pas forcément en faire son métier non plus, ça peut rester une passion. Ouais. Mais moi, au début, ça a été une passion. Puis comme je n'étais pas très douée à l'école, je me suis dit, il faut que j'y arrive. Donc c'est vrai que je me suis peut-être acharnée un petit peu. C'est un regret, l'Opéra de Paris ? Bonne question. Non, c'est pas un regret. C'est pas un regret, c'est un peu Angelin. Pardon, je reviens à Angelin. Oui, 10 ans de votre vie, quand voilà, même. c'est ça. J'ai su que ses parents lui interdisaient de danser. Et il disait que ça l'avait peut-être encore plus motivée à y arriver. Et ben moi, c'est peut-être ça, je pense, qui me trotte. Ouais. Le fait de ne pas être rentrée à l'Opéra de Paris Juste pour une question de taille, en fait. Bon, après, j'avais pas les capacités physiques non plus, mais quand Monique Ledière, une danseuse étoile qui a repris le Cannes Jeune Ballet, après, moi, j'étais sous sa direction, m'a dit « Mais t'aurais dû tricher, franchement !» Et t'es là, tu te dis « Mais mince, d'accord, j'aurais pu avoir ton parcours. » Alors évidemment, jamais de la vie, parce que c'est une danseuse que j'admire et qui est magnifique, et jamais j'aurais pu avoir sa carrière, mais je me dis, ah ouais, ça tient un peu de choses, ça tient vraiment à des centimètres que j'aurais pu mettre sur le papier pour pouvoir juste proposer, auditionner. Ça tient à l'honnêteté aussi, on y revient. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que j'aurais pas pu... Et c'est ce qui fait aussi ce qu'on aime, notamment Angelin Prajdoga, j'en ai parlé, c'est la différence de format des danseurs. Enfin, on n'est vraiment pas du tout dans quelque chose qui est... Et c'est vrai qu'à l'Opéra de Paris, ils sont quand même tous pareils, même un peu moins maintenant quand même. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est peut-être un regret, parce que j'aurais vu plus de chorégraphes que j'en ai vu dans ma carrière. Moi, j'ai fait quand même 10 ans chez Angelin. Et ça, en tant que chorégraphe, je sais que ça m'a un peu manqué d'être nourrie par d'autres chorégraphes. Voilà. Vous avez encore le temps. Non, pas pour être danseuse à l'opéra, ça c'est fini. J'ai presque 40 ans dans 2 ans. Mais j'espère peut-être y aller différemment. Par un autre chemin de traverse. Oui, d'aller chez Angelin, personne ne le sait, mais j'avais l'impression que je pouvais peut-être atteindre l'opéra. C'est très bizarre. C'est fou ça. Parce que moi, quand j'étais petite, je voyais son nom placardé sur les affiches à l'opéra. Et je me disais, mais attends, là, je commence peut-être à rentrer dans sa compagnie, mais peut-être qu'après, il fera une commande, et peut-être qu'après, il me dira, tiens, Émilie, tu veux pas venir ? Et ça s'est passé d'ailleurs, puisqu'il a fait hélicoptère là-bas. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai passé mon diplôme d'État pour être professeur de danse. Et voilà, vous avez choisi un autre chemin. Voilà, mais bon, je me dis que peut-être un jour, Aurélie Dupont me dira tiens, tu veux pas venir créer ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui, mais bon, on n'en est pas là. Il faut l'espoir en tout cas de oui, ça c'est sûr que j'y crois. Ça, c'est important. Après, on revenait sur la question de la contrainte. L'Opéra de Paris, c'est quand même une danse très classique, très dure parfois aussi. On en entend beaucoup de témoignages. Alors même que vous donnez une grande place à l'improvisation dans votre compagnie. Impromptu, notamment des danseurs avec le public. Ça, c'est quand même quelque chose que je trouve formidable, c'est de faire tomber le troisième mur finalement et d'arriver à connecter des danseurs et un public. Ça, c'est quelque chose de vraiment fondamental chez vous encore là, j'avais envie de faire cette forme-là que moi, je n'ai jamais vu encore un spectacle. De vraiment donner la possibilité au spectateur de choisir ce qu'il a envie de voir. Et puis je trouvais ça génial pour les danseurs parce que quand on est tout le temps à faire la même pièce, alors c'est peut-être dû à mon parcours de danseuse chez Angelin où j'ai beaucoup fait de pièces partout dans le monde. Des fois, j'aurais bien aimé qu'on me dise tiens, aujourd'hui tu vas pas faire Blanche-Neige, tu vas faire un nain. Ce qui d'ailleurs est arrivé. Il y a une des danseuses qui a pris le rôle d'un nain parce qu'il fallait remplacer comme ça au pied levé. C'est en tant que danseur, j'aurais aimé qu'on me propose ce genre de défi-là un soir. Tiens, tu vas pas faire ci, tu vas faire ça. Et le dispositif est intéressant en plus. On pouvait en parler peut-être un peu. Où on tire un mouvement. Alors, il y a une danseuse, une comédienne qui est ma sœur d'ailleurs, qui fait le lien entre le public et les danseurs pour aller pimenter en fait la chorégraphie. Elle a des cartes et elle fait tirer. Alors là, c'est les couleurs pour. Comme un des danseurs
a une couleur spécifique Mhm. par rapport à sa famille d'instruments, bah, c'est jamais le même danseur qui va danser, c'est jamais le même duo qui va se créer. Tout est aléatoire. Alors, Comme un match d'impro, un peu. oui, au c'est théâtre. ça. En fait, j'adorais ça au théâtre. Mm. Ouais, c'est encore un peu mes regrets de ne pas avoir été dans le théâtre, peut-être. Mais j'avais envie de mêler ça aussi dans la danse, que ça peut être aussi enrichissant et excitant pour le public de regarder quelque chose qui se crée sous son regard. Et qui permet aussi de donner, Bah, de de montrer rendre comment... accessible aussi la danse différemment. Voilà, c'est Ouais. ça. Et de montrer comment ça se prépare une pièce, une chorégraphie, comment on monte un spectacle. Donc on passe par toutes les étapes, un solo, un duo, un trio, pour finir sur un quatuor. Ça vous donne envie de continuer à travailler ça, cette Sur question de l'improvisation, ouais. ben, on va devoir le faire, puisqu'on va jouer au Châtelet en juin. Waouh. Avec une... oui, ça c'est hallucinant. Sur une pièce on l'a déjà vue, c'est Pierre et le Loup, mais là, j'ai du coup donné cette idée-là où les danseurs vont pas savoir ce qu'ils vont jouer, puisque c'est le public qui va décider pour eux, Wow. dans une espèce d'audition en avant-première. Génial, ça c'est super, donc continuez à travailler tout ça. Juste une question sur... Oui, non, je me dis qu'il faut que la magie opère, mais oui, elle va opérer, puisqu'on l'a tellement tourné cette pièce que déjà les danseurs savent tous les rôles en fait. Mais voilà, on ne sait pas comment ça va tourner, et ça c'est excitant. En tout cas, effectivement, juste pour revenir sur la question de la confiance, Émilie Lalande, à partir de quel moment on peut se sentir légitime en tant que chorégraphe? Parce que ça c'est... bon, en tant que danseuse, danseur, après on travaille, etc., on est reconnu ou pas, sélectionné ou non, mais en tant que chorégraphe, à quel moment on se dit je suis chorégraphe? Alors, d'avoir été artiste associée et que Angelin me choisisse, j'ai l'impression que j'ai parce que vous l'êtes effectivement artiste associée. Ah, c'est fini. Depuis, oui. Ah, je croyais que c'était encore le cas. Non, c'était décembre, mais avec les reports, voilà, j'ai fini ma dernière... C'était 3 ans, c'est ça? Oui, 3 ans. Bah là, je me suis sentie un peu plus légitime dans mon travail. Une reconnaissance des pairs. Exactement. Le fait qu'ils me disent je te propose ce poste-là, je me suis dit, ah oui, en fait, on me prend un peu plus au sérieux. Il doit y avoir du coup de la qualité dans ce que je propose. Et là, je me suis sentie un peu plus légitime. Ça vient du haut. Oui. C'est marrant. Ouais, non, moi, je me dirais jamais... ok, je suis très négative des fois, parfois, sur mon travail. Heureusement que je suis très bien entourée et que à chaque fois on me dit mais si, c'est génial et tout. Et le retour du public aussi. Et le retour du public, oui. Mais c'est vrai que je sais pas quand est-ce qu'on se sent légitime d'être chorégraphe un jour. Enfin, on le décide. Oui, peut-être, peut-être. Et puis au fur et à mesure, plus le temps passe, plus on peut se dire ok, on a fait ça. Ok, je peux me dire. Que je le suis. Que je le suis, oui. J'ai l'impression que le fait d'être une femme dans ce milieu, dans la danse, alors peut-être en chorégraphie, c'est encore autre chose. Voilà. Est-ce qu'on doit faire plus d'efforts que les autres? Aussi, dans la musique, on l'entend beaucoup. Dans le théâtre, plus ou moins, en fonction de l'âge aussi. Vous avez l'impression qu'il faut redoubler d'efforts quand on est une femme? Oui. Alors, bizarrement, Angelin a choisi une femme pour être artiste associée, c'était la première. Enfin, j'étais la seconde, donc forcément, il a choisi Hervé Chaussard en premier. Et là, il m'a choisi moi, donc j'étais contente aussi de voir que... Bon, il a toujours été très... Oui, dans la parité. Voilà, c'est ça que vous cherchez, merci. Dans ces danseurs aussi. Mais c'est vrai qu'il faut redoubler d'efforts, je trouve. Alors, c'est pas forcément dans le milieu de la danse, mais dans le milieu du théâtre, dans les lieux où on va, on est souvent confronté à des techniciens hommes. Et bizarrement, j'ai toujours un peu de mal, pas avec mes équipes, mais avec les équipes qui nous accueillent, quand je dois arriver et me présenter. C'est vous la chef. Des fois, on me prend pas au sérieux du tout. La dernière fois, j'arrive avec un bébé stagiaire. Vous êtes qui? Alors je dis, je suis la chorégraphe. Et le mec se met à rigoler quand même. Non. Si. C'est pas vrai. Si. C'est chaud. Et j'étais là, non mais c'est... Tout ça parce que j'ai un bébé ou je sais pas. Il y a un truc, il faut redoubler d'efforts, je pense, pour... même si les temps changent et que ça évolue, hein, mais... Je sais pas. C'est quand même toujours une question. Ouais. Même pour demander quelque chose sur un plateau, si j'ai le malheur de pas comprendre que, alors pour accrocher tel et tel décor, tu comprends, il faut tel métrage parce que là, si le câble il part,
Enfin, on m'explique comme si je comprenais rien en fait. Alors que simplement si tu me le montres aussi. En plus, je le dis. Hein, des fois, je me dis non mais explique-moi. Franchement, je suis nulle, je comprends rien. Tu vois, pour aller dans son sens, ça ne marche pas non plus. Il voit pas que je me mets peut-être à me rabaisser et j'ai pas envie de ça non plus. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que. Ouais, parce que quand on est chorégraphe, on est chef quand même d'équipe. Ouais, mais ça, j'avoue que je ne sais pas encore prendre ce rôle-là, peut-être comme il faut pour Vous affirmez m'affirmer. J'apprends tous les jours, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, vous travaillez ça, quoi. Oui. Bah, en tout cas, Émilie Lalande, ça fait un petit moment qu'on est dans le son de la scène et ça se passe très bien. Donc ça, c'est super. Dans le discours aussi et dans les mots, vous qui favorisez davantage le mouvement, on demande à nos invités de choisir un texte aussi, à nous lire un petit extrait. Vous avez choisi un texte, moi, qui me touche beaucoup. Je crois que c'est un extrait du discours de Stockholm, c'est ça, d'Albert Camus. Oui. Pourquoi celui-ci ? Pourquoi ? Alors, j'ai travaillé Pourquoi sur Camus ? ce texte. Alors, Camus, je n'ai pas vraiment tout lu. D'ailleurs, je n'ai lu que ce discours-là, pour être honnête. Ouais. C'était dans le cadre de la pièce que j'ai créée pour le Junior Ballet. Tout simplement parce que je trouve qu'il parle à... Alors là, c'est pour les écrivains, en l'occurrence, mais pour moi, l'artiste en général, il le déplace, j'ai l'impression, sous toutes ses formes. Et pour moi, il me parlait énormément... la question de l'engagement aussi de l'engagement, et à travers j'ai l'impression qu'il peut parler à tout le monde. Enfin, c'était pas spécifiquement à l'écrivain. Ouais, chacun sa part, quoi. Voilà, et qu'on pouvait vraiment se l'approprier pour... Enfin, ça m'a fait du bien de voir qu'il mettait des mots là où moi, je comprenais pas pourquoi je me posais autant de questions. Et il m'a confortée dans le fait que je suis une artiste, mais des fois ça fait un peu bizarre de se dire ça. Ouais, puis on revient au fond à la question de toucher le plus grand monde par son art. Vous voulez bien nous le lire ? Oui, bien sûr. Super. Alors, je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Il y a tout. Ouais, le fait de sortir de la solitude, c'est vrai, de sortir de la solitude de l'artiste, de toucher le plus grand nombre, d'être honnête, de se questionner tout le temps, de s'interroger, aller au plus profond de soi. On boucle la boucle du début de cette émission, et effectivement la question de se sentir différent, mais à la fois très proche de tout le monde. C'est ça que vous imaginez pour la suite de votre carrière, Émilie Lalande, c'est de toujours inclure le plus de monde possible, et celles et ceux qui n'ont pas accès à la danse ou qui ne s'y intéressent pas. Oui, le partage de tous les arts. Si on peut les mêler tous ensemble et en faire une nouvelle forme, ça serait génial. Vous imaginez mélanger encore plus théâtre, musique et danse, c'est vrai. Franchement, j'aurais trop aimé. Angelin, il avait cette envie-là de faire ça sur Retour à Bertram, de faire que les comédiens puissent danser, que les danseurs puissent jouer. Ça n'a pas été jusque-là, mais ça serait génial. Moi, j'aimerais trop pouvoir... alors peut-être redanser pour quelqu'un qui va me faire parler sur scène. Ça serait super. Ouais. Pourquoi pas, effectivement, remonter sur scène. Vous en avez envie quand même ou pas ? Alors, pas ça vous démange ? Oui, mais pas une danse où le corps subit énormément de... Parce que ça fait mal quand même. Oui. Quelque chose que je ne connais pas, de parler sur scène avec mon corps, en plus du mouvement, j'aimerais bien, ça serait... Alexis Michalik, apparemment, là, a fait une pièce où il mêle un peu la danse
avec le théâtre, et j'ai pas encore vu, mais je vais aller voir puisque je suis de près son travail. Ouais, j'aimerais bien aller plutôt là-dedans qu'une compagnie que de danse. Vraiment. Très bien, pourquoi pas. Mélangeons Oui, les formes. oui, voilà, c'est je vous ça. fais en tout cas. Merci beaucoup, Émilie Lalande, d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, ça va. Ça va? Vous allez vous en remettre? C'était très bien. Non, agréablement surprise, mais c'est vrai qu'une discussion, c'est toujours mieux que des questions juste comme ça posées. Voilà, c'est le but du son en de la tout scène. cas. Merci beaucoup. Podcast des théâtres que vous pouvez réécouter sans modération, évidemment. La compagnie L'Impromptu se poursuit. Impromptu, pardon. Vous êtes au Grand Théâtre de Provence avec Quatuor à cordes pour Mozart. Et puis accompagné aussi pour la beauté du geste par les théâtres. Merci beaucoup, Émilie Lalande. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du Son de la scène. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique. Et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatres.net et sur nos réseaux sociaux.